le soleil se couche tous les soirs, il se lève tous les matins, heureusement pour nous, et il y a ce sentiment très ancien, très archaïque, puisque dans notre propre corps, quand nous respirons, quand notre cœur bat, eh bien, nous sommes aussi des individus, non pas célestes, mais nous faisons partie du même monde, d'une même organisation, semble-t-il, hein, puisque nous sommes nous-mêmes dans des fonctionnements corporels de la répétition, et je ne parle pas là de la répétition telle que la psychanalyse pourra la regarder. Hein. Les 3 titres que j'ai mis au tableau, Gilles Deleuze, de la différence et répétition au PUF, c'est l'ouvrage sur lequel je vais le plus m'appuyer. Le deuxième ouvrage de Méchonic, c'est la théorie du rythme. Et le troisième, vous verrez pourquoi, puisqu'on va évidemment retomber sur nos pieds et parler d'architecture, c'est Apprendre à voir l'architecture de Zévi. Donc c'est les 3 auteurs auxquels je vais emprunter mes références. Donc vous voyez bien que cette appartenance au monde, se dire que le corps humain et le fonctionnement des astres qui règlent la vie des hommes sur Terre, eh bien tout ça serait une même chose, releverait du même phénomène, celui de la répétition, hein, et par abus de langage, on va le voir, celui du rythme. Rhythmos en grec, c'est l'ordre du mouvement, ou plus précisément, selon les traducteurs, l'ordonnancement du mouvement. C'est donc ce mot d'ordonnancement, enfin ce mot d'ordre, qui est absolument capital dans l'histoire de l'architecture. C'est pas un mot que j'évoque dans un cours particulier, mais il est sous-jacent. Cette compréhension que le corps humain et que les corps célestes fonctionnent de manière répétitive et cyclique, crée une conscience d'appartenance au monde qui est extrêmement ancienne, je vous le disais, et en même temps extrêmement intime et importante pour la compréhension que l'espèce humaine a de son vivre sur Terre. Hein, c'est pas par hasard d'ailleurs que dans les comment ça s'appelle, dans les philosophies orientales, les méditations s'accompagnent d'exercices de respiration, de prendre conscience du rythme et de la pulsion du pneuma, de la respiration. Ça fait partie de la pensée, de la philosophie de certaines cultures. Le pneuma, en grec, le souffle, c'était une notion très très importante chez les philosophes de la Grèce ancienne. Et aujourd'hui, dans la tradition chinoise, le qi, ou le chi, je ne sais pas si on le prononce bien, hein, eh bien c'est aussi le souffle, l'esprit vital. Hein, une correction de projet dans une école d'architecture en Chine, eh bien le professeur va vous dire, ah, ce projet il a du qi, il y a de l'esprit dans ce projet. Et le qi c'est le souffle aussi. Donc vous voyez bien que ce constat premier, il est extrêmement déterminant. Donc l'idée de la définition donc platonicienne, le rythmos, le rythme, c'est l'ordre ou la mise en ordre, je préfère, du mouvement. Hein, c'est effectivement calquer, mettre un calque sur le temps et lui trouver des mesures. Dans la définition de Platon, il assimile le rythme à un corps dansant. Et effectivement, le système du rythme tel que les Grecs le définissaient, c'était la séquence. Et jusqu'ici, on a encore complètement mélangé rythme et répétition, et on va essayer de les distinguer. Hein.
la répétition et ce que les Grecs disaient du rythme, c'est que le rythme est l'alternance d'un temps fort et d'un temps faible, d'une narcisse et d'une T6, d'un posé et d'un levé. Levé, posé, arcis, thémis, c'est la définition du rythme. Or, qu'est-ce que je viens de faire? C'est une répétition. Alors que si je faisais, j'aurais un rythme. Donc on va essayer de distinguer la répétition du rythme. Pour ça, Gilles Deleuze nous aide beaucoup parce dans le livre que je viens de citer, il fait une différence très nette entre ce qu'il appelle la répétition mesure et la répétition rythme. La répétition mesure, c'est la répétition au sens propre, hein, c'est-à-dire quelque chose d'identique à lui-même qui se succède à intervalles réguliers. C'est ce qu'on appelle, c'est la mesure en musique. Hein. C'est le métronome sur la leçon de piano. Hein. D'ailleurs, les musiciens qui aiment parler du rythme, en fait, ils l'emploient sous le terme de répétition. Et comment dire, ils associent de manière dialectique la répétition, la mesure, avec la mélodie. Un peu comme la chaîne et la trame. Hein. En textile, vous savez très bien que pour réaliser un tissu, on met un certain nombre de fils verticaux qui constituent la chaîne et que on va y adjoindre des fils horizontaux, en général, qui forment un motif, hein, et qui viennent s'enfiler dans les verticaux de la trame, hein, pour créer le tissu. Le problème, c'est que nous avons un très mauvais mésusage de ce vocabulaire en architecture, puisque nous appelons trame, nous, ce que, dans le textile, on appelle la chaîne, et donc il y a une petite inversion de termes entre l'architecture et l'industrie textile. Mais vous voyez bien, il y a quelque chose de très rigide, qui ne dit rien, qui se répète, et puis la mélodie, ou la chaîne, ou la trame dans le textile, qui vient fabriquer quelque chose, hein, en s'appuyant évidemment sur cette notion de mesure. Donc la chaîne et la trame pour le tapis, la mesure pour la musique, et ce qu'on appelle le mètre en poésie. Méchonique, que je vais aussi beaucoup citer, et lui s'intéresse principalement à l'étude du rythme en poésie. Revenons au distinguo de répétition-rythme et répétition-mesure chez Deleuze. Il nous dit, partout nous devons distinguer la répétition-mesure de la répétition-rythme, la première étant seulement l'apparence et l'effet abstrait de la seconde. Littré, qui a écrit un dictionnaire remarquable à la fin du 19e et que je consulte, nous dit le mètre et le rythme, vous avez compris, le mètre c'est la répétition-mesure, hein, le mètre et le rythme sont théoriquement indépendants l'un de l'autre. Celui-ci n'existe qu'à la condition d'être entendu. Il consiste toujours dans des syllabes accentuées que l'oreille saisit parfaitement. Le mètre, au contraire, est l'évaluation des syllabes. Il existerait encore pour un sourd si ce sourd en connaissait sa valeur conventionnelle. On comprend bien qu'il y a le constat que dans la répétition est presque une négation de l'expression. Hein, on n'est plus dans l'addition de la composition, on est dans la multiplication. Hein. Donc la répétition mesure, le mètre, hein, sont des comment dire, un langage inexpressif, hein,
par la répétition même. Hein, alors que le rythme, lui, par ses accentuations, va développer du sens ou de l'information. Alors, pour faire concret, je prends un peu au hasard un assez mauvais, d'ailleurs, vers de Victor Hugo. Hein. Et pendant qu'à l'ompli l'ombre levait son voile, j'entendis une voix qui venait de l'étoile. Vous voyez bien, dans la poésie classique, on a la rime, hein, voile, l'étoile, l'ombre levait son voile, et qui venait de l'étoile, les deux se finissent par le même phonème. Effectivement, il y a répétition du phonème oual. Ça, on est dans la répétition. On est dans le maître, dans le métré. Mais effectivement, ce n'est pas que les deux phonèmes qui ont été répétés. C'est étoile d'un côté et voile de l'autre. Ce sont deux mots qui disent des choses complètement différentes. Et c'est là que se connaît le rythme. Hein. C'est une répétition sans similitude. Effectivement, on pourrait me rétorquer que oual et oual, c'est la similitude. Hein. Mais les deux mots, eux, sont bien différents. Hein. Ils ont le même son, mais ils ne disent pas les mêmes choses. Hein. Donc, retenez cette interprétation que je donne du rythme. C'est une répétition sans similitude. Méchonic nous dit, le retour est le sens du maître, et le sens de la répétition du maître de la mesure. Hein. Qui lui-même n'a pas de sens. C'est-à-dire que la répétition pure, c'est une autre manière de ce que j'essayais de vous faire partager tout à l'heure, la répétition pure ne véhicule pas de sens. Hein, comme la chaîne du tapis, tant que la trame n'y a pas été ajoutée, n'aura pas de motif, ne pourra rien narrer. Alors, ce que nous dit Deleuze toujours sur le rythme et la répétition, le rythme est bien la répétition verbale, oual, hein, mais répétition qui comprend la différence entre deux mots. Hein, c'est l'exemple du vers de Hugo que je vous citais tout à l'heure. Hein. L'étoile et la voile sont deux mots différents, même si les deux phonèmes sont identiques. Alors, comment on transpose ça en architecture ? Et c'est là que j'appelle à l'aide Bruno Zevi, qui fait dans son exposé sur ce petit livre que j'espère que vous avez lu, Apprendre à voir l'architecture, ça aurait été une bonne introduction à vos études, mais c'est jamais trop tard. Et il confond, lui, radicalement, il confond rythme et répétition. Il n'a pas lu Deleuze, il n'en tire pas profit, et il nous parle de rythme, alors qui confond souvent, dans les exemples qu'il choisit, le rythme avec des simples répétitions. Vous avez bien compris que le rythme, il est dans l'accentuation, il est dans la différence de la partie, même si les parties sont identiques. Zevi prend l'exemple de 4 églises italiennes, romanes ou byzantines, et il les analyse, il analyse grosso modo l'ordre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, l'ordre des intervalles et des séquences dans les nefs de ces 4 églises. Et il nous dit, l'architecture romane s'organise selon une métrique, hein, on a compris, la métrique c'est la règle des rimes en poésie, hein, selon une métrique parallèle à la métrique poétique. À Sainte-Sabine, elle est de A, petit trait, A, petit trait, A, petit trait. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qui nous décrit? Une parfaite répétition et des intervalles et des piquets, si on veut dire. Hein, enfin, en l'occurrence, des piliers de la nef. À Sainte-Impeline, le rythme est plus près, A, 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 A. Hein. À Sainte-Marie de Cosmédine, il s'articule en B, A, A, B.
Et à Saint-Ambroglio, c'est grand A, petit b, grand A, petit b. Hein. C'est, si vous avez des souvenirs de vos classes de littérature de lycée, hein, les règles de la métrique poétique, hein, où vous pouvez faire arranger les rythmes en A, B, B, A, ou dans le cas du sonnet, ou A, B, A, B, A, B, enfin, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il a en fait analysé là, Zévi? Il a analysé la taille des piliers et l'intervalle qu'il y avait entre les piliers, et il a caractérisé ainsi par 4 métriques les 4 nefs des églises qu'il analysait. Et effectivement, on voit bien qu'ils sont dans un déroulement. Alors, dans les 2 premiers exemples qu'il choisit, c'est de la simple répétition. On a compris que les piliers du 2e exemple étaient plus resserrés que les piliers du second. Et en revanche, dans les 2 autres exemples, ou grand A petit b ou A B, il y a 2 types de piliers différents qui s'organisent le long de la travée. Il nous dit le pas de l'homme est uniformément cadencé dans l'église paléochrétienne, dans les premières, glissant dans la byzantine, hein, et retardé à Sainte-Marie de Cosmédine par les césures. Donc il analyse, au fond, ce qui serait le mouvement de lecture de ce rythme ou de ce poème en pierre, hein, que serait la nef, et effectivement, le pied, le pas, est l'instrument de mesure et de compréhension de l'architecture. C'est pas les yeux. Enfin, les yeux sont portés par des pieds. Et effectivement, surtout dans le cas des nefs d'église, on a affaire là à l'accompagnement d'un trajet rituel qui va du narthex à l'autel. Hein, il y a effectivement, au fond, on pourrait dire que c'est la répétition ou le rythme de ces différents piliers qui accompagnent le rituel, qui sont eux-mêmes le champ temporel du pas qui va vers l'autel. Cette notion de scénographie, de mise en scène par l'architecture d'un rituel ou d'un trajet a été une des fonctions majeures de l'architecture pendant des millénaires, et dans des sociétés très hiérarchisées où il y avait effectivement des existences de rituels très récurrents, le mouvement moderne va introduire la notion de promenade architecturale. Cette notion de promenade architecturale, elle va détruire, elle va s'opposer à l'idée d'un déroulement temporel. Vous avez bien compris que rythme et répétition, ça a à voir avec le temps, essentiellement, hein, de l'ordre du mouvement. Il n'y a pas de mouvement sans temps. Hein. Donc cette assimilation de l'espace au temps dans le trajet rythmé, il s'accompagne même de la nécessité d'avoir une lecture, c'est-à-dire de commencer le livre à la première page ou à la première ligne, et puis de dérouler dans le temps. Hein? Scroll, ça vous commencez à connaître avec l'internet. Hein? Dérouler, hein? Dérouler les choses, mais ça dérouler dans le mouvement du temps. Mais dans l'espace, eh bien effectivement, c'est mes fameux pieds qui me portent, qui me font dérouler le temps, hein, et dérouler mon regard. Hein. Et l'idée qu'introduit l'architecture moderne de dire non, on n'est pas, on est les instruments du pouvoir, on en reparlera. On est les instruments du pouvoir, on est les organisateurs des scénographies, des rituels, évidemment, à travers les espaces sacrés, mais avec l'introduction du libre parcours, et on va voir que ça coïncide avec la découverte du cinéma, avec d'autres manières de voir le monde. Hein. Et donc cette idée de la promenade architecturale dans laquelle on peut rentrer
par n'importe quelle porte, où on a le libre choix de monter ou descendre l'escalier, de surplomber le long d'une galerie, de s'enfoncer dans un couloir, de réémerger sur une terrasse. Hein. Tous ces libres parcours, qui sont le plaisir de l'architecture contemporaine, hein, sont relativement nouveaux dans ce bâtiment. Alors, il reste quand même quelque chose que l'espace qui nous occupe, que nous occupons, où il est terriblement différent du temps, c'est que ce déroulement-là, prenez un livre ou prenez le scrolling d'un écran informatique ou prenez une musique que vous écoutez du début à la fin, il y a un sens de lecture. Or, l'architecture, elle apparaît dans sa totalité d'un coup. On perçoit le début et la fin de la promenade. On ne perçoit pas tout parce qu'on n'est pas rentré dedans. Mais quand on voit un bâtiment, on le voit dans sa totalité. Pas dans son intégralité, parce qu'on n'a pas de vue dedans, hein, mais on le perçoit dans sa totalité. C'est un peu comme si on vous aviez l'ouverture de Don Giovanni et vous aviez déjà le troisième acte en même temps. Ça serait une cacophonie insupportable. Hein. Mais en architecture, on a cette perception globale qui, on va le voir, par rapport au problème de la répétition et du rythme, ne va pas être sans conséquence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir de manière très immédiate se rendre compte de la répétition ou du rythme dans l'élaboration de l'architecture, parce qu'on va pouvoir voir toute la quantité. Hein, alors qu'en musique ou en littérature ou en poésie, eh bien, vous attendez le déroulement pour pouvoir, au bout d'un moment, vous dire « Ah bon, bah oui, c'est toujours pareil. Hein ». Là, non, on voit tout de suite que c'est toujours pareil. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que ça va être un de nos propos, un de nos soucis. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce mot. C'est que la répétition, pas le rythme, justement. Le rythme appauvrit à sa répétition et par la force des choses, par la force des machines, d'un maniement extrêmement contemporain. Alors que, très clairement, l'ensemble du patrimoine architectural des derniers millénaires ne nous a pas habitués à la répétition. Nous habitués au rythme, mais pas à la répétition. Je prends deux exemples, néanmoins, que j'ai réussi à trouver de répétition dans l'architecture dite classique. La façade des Procurasi Vecchie de la place Saint-Marc de Venise. Hein, c'est toute la façade qui est orientée au sud. C'est une façade qui fait... je l'ai mesurée parce que je sais qu'il y a 100 petites fenêtres et 50 arcades, mais et elle est absolument identique d'un bout à l'autre. Elle se répète 100 fois. Elle n'a pas de début. Elle n'a pas de fin. Et ça marche quand même. Pourquoi? Parce que on ne la voit jamais seule. On la voit enchâssée dans les autres bâtiments qui constituent la place Saint-Marc. Et il y a la tour de l'horloge qui la coince à l'est. À l'ouest, il y a le retour de l'aile napoléonienne et des Procurasi Nuove. Hein, et donc, elle n'est plus qu'une partie, elle n'est plus le tout. Et vous allez voir que le vrai gros problème de la répétition, c'est la manière dont elle énonce la relation du tout au parti ou des parties au tout. Dans les ensembles hiérarchisés, où les parties ne sont pas équivalentes, hein, on va comprendre l'organisation. Mais dans cet ordre de la répétition,
on est beaucoup plus perdu. J'ai une très jolie petite cartoon c'est Arnhem qui a mis ça dans son livre sur l'entropie, mais qui résume très très bien le malaise de la répétition. Ben, il y a un moment où on en a marre. Hein? C'est ça le malaise de la répétition. C'est que on ne sait plus où elle s'arrête. Hein? Et donc en fait, le malaise de la répétition, c'est le nombre. Un autre exemple. En haut, vous ne comptez pas 3. Vous voyez 3. Vous ne comptez pas 5. Vous voyez 5. Un peu de la même manière sur les cartes à jouer. Hein. On voit le 3 de pique et le 7 de trèfle. Puis il y a un moment, la ligne du bas, vous êtes obligé de compter. Vous êtes obligé de subdiviser le nombre pour l'appréhender. Tant qu'on a affaire à des répétitions, grosso modo jusque vers 11, 13, 13 c'est le nombre de fenêtres que Michel-Ange met au Palais Farnèse. Hein, c'est de fenêtres identiques. Hein. C'est déjà là, on commence à être perdu. On ne voit pas 13, on ne voit pas 11. Ça s'arrête, ça dépend des individus, mais ça s'arrête assez tôt. Hein. Tant qu'on peut appréhender le nombre sans le compter, eh bien, on n'est pas dans le malaise de la répétition. Mais dès que ça devient de l'innombrable, à ce moment-là, on comprend bien qu'on n'arrive pas à appréhender le nombre lui-même, et il est innombrable. Et c'est ce que nous dit Deleuze quand il dit « La répétition apparaît comme la différence sans concept. Elle exprime un entêtement de l'existant. » J'aime beaucoup ça. C'est une phrase un peu compliquée, mais vous y réfléchirez. Par rapport au déroulement séquentiel dans le temps, quand on est dans l'espace, on est beaucoup plus sensible à cet entêtement de l'existant. C'est-à-dire que c'est comme si on n'arrivait pas à dépasser un moment et on remet la même chose. Hein. L'empire de l'identique, nous dit Méchonic. Hein. Donc vous voyez bien que dans l'innombrable, dans le nombreux, dans ce que j'appelle le nombreux, moi, c'est-à-dire la répétition qui atteint un chiffre que je ne peux pas, dont je ne peux pas appréhender la totalité. Le désespoir entre les deux lignes, il est où? Il est que dans la ligne du bas, je ne vois pas le tout. Je ne peux pas le nommer. Alors que je le nomme 3 ou 5, ou 7 ou 9, plus facilement. Gédion, dans Mechanization Takes Command, qui est un livre que je vous ai déjà signalé, sur lequel on verra, et il nous parle décrit les grands pavillons de l'expo universelle, et il dit, mais au fond, c'est un système de fermes métalliques répétitives, il dit, ajouter ou retrancher des fermes de sa charpente ne produirait pour autant aucun changement déterminant. C'est-à-dire que la forme du tout de la charpente dont il nous parle, si au lieu d'avoir 27 trames, elle en avait 25, on ne ferait pas la différence. Hein? C'est le statut de la partie dans le tout qui est mise en procès, qui est mise en cause, puisqu'il ne compte pas, sans ce jeu de mots. Hein? Le fait qu'on enlève 3 charpentes à la ferme du pavillon d'exposition innombrable, eh bien, on ne s'en rendrait pas compte, on ne le verrait pas, on ne pourrait pas le compter. Enfin, évidemment, on pourrait le compter en comptant, mais on ne le verrait pas.
c'est un peu la dissolution de la partie dans le tout. Hein. Une phrase d'Aristote sur le rythme. Vous avez compris que le rythme, quand on a bien su, grâce à Deleuze, faire la différence avec la répétition, c'est qu'il y a une accentuation, c'est qu'il n'y a pas similitude dans la répétition. Soit parce que l'intervalle joue, soit parce que les éléments de l'intervalle sont différents. Peu importe. Mais ça bouge. C'est une répétition modulée. Au fond, là, le distinguo que je faisais sur l'ordre et l'ordonnancement dans la définition de ordre du mouvement chez Platon. Ordre, ça veut dire que ça existe comme ça. Ordonnancement, ça veut dire, moi, être humain, je m'approprie l'ordre du monde, je me le refabrique. Hein, et ordonner, c'est interpréter l'ordre, c'est même le créer d'une certaine manière. Et ordonnancer le monde, ordonnancer l'espace, c'est votre métier. Hein, donner un ordonnancement à l'espace, c'est exactement ça. Et c'est un dépassement de la répétition, de ce que Deleuze appelle la répétition mesure, c'est-à-dire de la répétition, que je dirais répétition simple, hein, la répétition des fenêtres dans le petit croquis que je faisais tout à l'heure. Donc, et on va continuer encore sur la répétition, mais pour revenir bien sur la notion de différence avec le rythme, je crois que vous avez saisi, cette citation d'Aristote, toujours sur le discours, hein, un discours absolument dénué de rythme manque des terminaisons qui lui sont néanmoins indispensables. En effet, ce qui n'a pas de terminaison est désagréable et incompréhensible. C'est par le nombre que tout est limité, et l'application du nombre à la forme extérieure du langage est précisément le rythme dont les mesures sont les parties. Alors, il apporte deux choses à la fois. Celui du début et de la fin. Parce que c'est sûr que quand on est dans l'innombrable, quand on est dans la répétition pure, eh bien, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a... Oui, c'est un philosophe un peu mineur, mais qui s'est intéressé à la question Maldinet, qui dit « C'est par le rythme que s'opère le passage du chaos à l'ordre. » Ce passage du chaos à l'ordre, c'est cette question de l'ordre du monde. Hein. C'est pas le constat que je fais que le soleil se lève le matin, puisque je n'ai aucune influence sur la manière dont le soleil se meut et dont la Terre se meut autour du soleil. Donc, je peux au mieux le comprendre, mais à partir du moment où je rythme, comme le danseur de Platon, à partir du moment où je rythme la répétition, je donne du sens à l'ordre du monde. Hein, c'est le fait d'ordonnancer. La nature, il y a des rythmes, le rythme des saisons. Effectivement, les jours sont pas tous identiques, les nuits non plus. Les rythmes cardiaques sont pas heureusement toujours les mêmes au même moment. Il y a des différences dans la répétition constatée du monde. Mais la manière de faire que l'homme soit dans le monde, eh ben, c'est effectivement dénoncer l'ordonnancement. Et ça, c'est rythmer, c'est-à-dire faire que toutes les parties sont pas identiques, qu'il y a des différences, qu'il y a des accentuations qui sont mises sur un intervalle ou sur un autre. L'innombrable, lui, la répétition pure, le nombreux, il est ni un tout ni une partie, il devient une matière. C'est un petit peu comme ça que j'interprétais les Procuraci Vecchiae de Venise, hein, parce que au fond, ça devient, oui, cette répétition, c'est comme un bon exemple, c'est les papiers peints dans les chambres d'hôtel de deuxième zone, hein, où vous avez un petit motif, un berger, une bergère, là, ça tient dans 10 cm²,
et puis c'est répété un nombre inlassable de fois, hein, sur le papier peint. Eh ben, vous ne lisez plus le motif, évidemment. Vous voyez une surface qui est un peu animée par cette répétition. Hein. Mais en aucun cas, elle n'est ni un tout ni une partie. Elle devient une matière. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la répétition n'est pas un mode de composition, évidemment. Hein. Mais j'essaye d'en expliquer la difficulté, le danger. Pourquoi insister sur cette répétition aujourd'hui? Parce que quand je suis né, ce qui n'était pas si vieux que ça, on n'était que 2 milliards sur Terre. Parce qu'en 1650, d'après Fernand Braudel, il y avait 500 millions d'habitants sur Terre. Donc on est dans le multiple. Et on est, mais à toute vitesse dedans. Une accélération du nombre comme l'humanité n'en a jamais vécu. Une augmentation du nombre d'individus. Mais en même temps, par hasard, peut-être pas, on est arrivé dans un moment de notre culture où on produit les choses avec des machines par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions, par milliards. Donc on est à la fois pris en termes ontologiques, en tant qu'espèce humaine, dans une accélération du nombre, et c'est pas sans influence sur la manière dont le social et le politique peuvent se faire face à ces nouveautés, hein, et une multiplication des procédés pour fabriquer du nombre quand on veut fabriquer des produits. Hein. Là, je vois il y a plein de petits dos d'écran qui sont produits à des milliers. Il y a bien un exemple de composition, on en reparlera, c'est pas en termes architectural tellement, mais en termes de composition urbaine, le plan à grille, hein, le plan d'Hippodamos, hein, ou le plan de Manhattan, hein, sont des plans de répétition. Hein, et ils s'accommodent de fait assez bien. Ce débat entre le tout et les parties, ce débat entre la trame et la chaîne, c'est, si je vous le raconte autrement, je peux vous dire, c'est le débat entre la liberté et l'égalité. Le plan libre, par exemple, qui va révolutionner la manière de composer, le plan libre, c'est justement libérer le motif de la chaîne textile, hein, de la trame. C'est dire la répétition maître de Deleuze, hein, la répétition maître de Deleuze, la métrique de la poésie, dont Méchonic dit d'ailleurs que la métrique c'est la théorie du rythme des imbéciles. Hein. Voilà, et on peut très bien en fait construire une maison en posant un certain nombre, un système porteur extrêmement simple, construire dans la répétition, oui, oh là là, c'est même le danger. Hein. La construction, elle demande presque la répétition pour des questions d'organisation du travail, de simplification de la commande. Mais le plan libre, il joue un peu comme le poème en prose, à dire, eh bien, effectivement, on a un système constructif, et à l'intérieur de ce système constructif, on peut organiser des espaces totalement libérés de la fonction porteuse. Hein. C'est le fondement même du plan libre. Hein. Et ce plan libre, il n'est libre que par la rigueur de sa construction, paradoxalement. Hein. Bon, le pavillon de Nice à Barcelone en est un bon exemple. Hein.
Mais vous l'avez vu, le pavillon de Mies van der Rohe à l'exposition de 28 de Barcelone. Mais enfin bon, la plupart. Mais regardez même le plan qu'avait fait Koulas pour la grande bibliothèque au concours qui avait eu lieu. C'était, vous voyez bien, un autre japonais là qui fait plein de petits ronds. Non, c'est Hirohito, je crois. Enfin bon, vous voyez bien cette technique qui dissocie la structure. Et la structure, dans ce cas-là, elle est absolument prise comme dans le sens de la répétition rythme, comme de Deleuze. Hein, et puis la forme, elle, libérée de la structure, hein, qui peut prendre les courbes ou les géométries qui lui sont liées. Or, justement, le problème, vous voyez bien que le problème du nombreux, à la fois il suscite le fait qu'on soit 7 milliards tout d'un coup, mais vraiment tout d'un coup, en une génération, hein, qu'on soit devenu 7 milliards si vite, fait que dans toutes les sphères de comportement humain, et alors évidemment en architecture et en construction, on est confronté à ce phénomène de faire nombre, d'en faire beaucoup. Hein. C'est alors sans revenir, quand on parlait de l'ornement et du grand débat qu'il y a eu autour du fait que les ornements étaient faits par des machines, que du coup ils avaient perdu la trace de la main de l'homme et que du coup ils étaient dépréciés, dévalorisés par rapport à ce que Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique nous dit, c'est-à-dire la perte d'aura, la perte de signifiance de l'objet multiplié. Et alors, de la même manière que si l'objet est multiplié, il se déprécie, eh bien la foule, elle aussi, elle se déprécie. On s'interroge en sociologie à partir du début du siècle sur ce qu'on appelle la société de masse. Hein, et on en verra les conséquences ce sera la prochaine fois, dans la prochaine conférence, et justement sur cette notion de la multiplication des choses et des problèmes que ça pose en termes de compréhension et d'organisation et surtout de composition, à travers la notion de rhizome et la notion de junk space chez Koulas, de rhizome chez Deleuze. Hein. Mais il était nécessaire qu'on en passe par identifier, par bien séparer ce qu'est le rythme, qui est une appropriation du nombre. Rythmer quelque chose, c'est s'approprier le nombre. Tiens, je vais en donner un exemple immédiat. Ce nombre qu'on n'arrive pas à lire parce qu'il faut le compter, eh bien, si je le rythme tous les 3, eh bien, je me le suis approprié, je l'ai rythmé. Je suis passé de la répétition au rythme, par l'accentuation. La répétition, une fois qu'elle est accentuée, je prends la terminologie grecque de arsis, thésis, accentuation, dès qu'il y a accentuation, il y a rythme. Oui, il y avait un autre exemple d'architecture contemporaine, pas contemporaine, d'architecture classique qui est extrêmement répétitive, c'est Westminster, la façade sur la Tamise de Westminster. Hein, c'est une architecture gothique mais alors, ça se répète, mais ça se répète de manière un peu subtile. C'est-à-dire que ce sont des ensembles de 11 fenêtres, c'est-à-dire soyez vigilants à l'attachement qu'avaient les anciens de toujours travailler avec des nombres premiers. Sauf le 2, les nombres premiers sont tous impairs. Donc vous aviez toujours un trou dans le centre, hein, et pas le poteau dans le milieu. Et ils sont probablement plus identifiables. Donc il y a donc Westminster qui a l'air totalement répétitif. Si on analyse bien, il y a 3 morceaux de 11 percements, et déjà le fait qu'il a été redécoupé, enfin
C'est l'exercice auquel je viens de me livrer. Hein. Voilà. Bon, donc je vous laisse avec ce problème de l'égalité du nombre.